Bonjour à tous, bon réveil en ce lundi matin, bienvenue dans le 7-9 de Médien TV, deuxième partie. Nous serons ensemble pendant encore 1 heure au programme l'économie, la revue de presse, mais tout de suite le journal, voici les titres. Ce ne sont pas des musulmans mais des monstres. Les mots sont de David Cameron pour désigner les djihadistes de l'État islamique qui ont exécuté un travailleur humanitaire britannique. Le Premier ministre de Grande-Bretagne affirme vouloir prendre toute nouvelle mesure nécessaire contre l'EI sans donner plus de détails. Et cette décapitation qui a provoqué l'indignation de la communauté internationale intervient alors que s'ouvre ce matin une conférence à Paris dont l'objectif est de coordonner justement la lutte contre l'État islamique. La coalition internationale est en place, a déclaré hier John Kerry. Le secrétaire d'État américain a achevé sa tournée au Moyen-Orient et estime avoir recueilli suffisamment de soutien. À Tanger, baissé de rideau sur le festival Tanjazz, une 15e édition qui a connu 4 jours de concerts pendant lesquels 200 artistes venus d'Amérique, d'Angleterre, de Pologne, de France ou encore d'Espagne se sont produits. Des artistes qui ont revisité des répertoires de légende. Notre reportage dans ce journal. Londres hausse le ton après le meurtre de l'otage britannique David Haines. Une vidéo mise en ligne samedi soir montre la décapitation de ce travailleur humanitaire de 44 ans par des membres de l'État islamique. Père de 2 enfants, il travaillait pour l'ONG française Actid et avait été enlevé en mars 2013 en Syrie. La mise en scène macabre est la même que celle utilisée pour les 2 journalistes américains James Foley et Steven Sotloff il y a quelques semaines. Le bourreau serait le même combattant à l'accent londonien. Dans la vidéo, il dénonce l'engagement britannique aux côtés des Américains contre l'État islamique. Hier matin, le Premier ministre David Cameron a prononcé une allocution solennelle dans laquelle il rend hommage au héros britannique David Haines. Il semble préparer l'opinion à une intervention contre l'EI tout en restant vague sur ses intentions. Regardez. Aujourd'hui, le pays entier veut exprimer ses sincères condoléances à la famille de David Haines. Ils ont traversé les 18 derniers mois de captivité de David avec un courage extraordinaire. Maintenant, David a été assassiné de la manière la plus dure, la plus brutale imaginable par une organisation qui est l'incarnation du mal. Nous traquerons les responsables et les traduirons en justice, peu importe le temps que cela prendra. Ils prétendent accomplir cela au nom de l'islam. Cela n'a aucun sens. L'islam est une religion de paix. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des monstres. Et la décapitation de l'otage britannique intervient alors que se tient aujourd'hui à Paris une conférence pour organiser la mobilisation contre l'État islamique. La communauté internationale se montre plus déterminée que jamais. Nous sommes désormais en ordre de marche, a déclaré hier soir le secrétaire d'État américain John Kerry, au terme d'une tournée au Moyen-Orient grâce à laquelle il a obtenu le ralliement de 10 pays arabes dans sa coalition anti-EI. Selon Washington, plus de 40 pays seraient prêts à participer d'une manière ou d'une autre à cette alliance. La conférence s'ouvrira ce matin à Paris. Elle sera présidée par les présidents français et irakiens et permettra donc de coordonner l'action des États qui ont choisi de s'engager dans la lutte contre l'État islamique. 26 pays seront représentés à Paris, parmi lesquels 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Et l'offensive de l'État islamique en Irak a fait fuir des centaines de milliers de personnes ces derniers mois. Aujourd'hui, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Nous avons besoin de plus de moyens pour venir en aide aux 1 800 000 déplacés dans le pays, a déclaré hier la patronne des opérations humanitaires des Nations Unies, Valérie Amos. L'argent va très rapidement manquer et les centaines de milliers de déplacés ont besoin rapidement de plus de soutien, a-t-elle déclaré lors d'une visite au camp de réfugiés de Rank dans la région autonome du Kurdistan irakien. En Égypte à présent, le ministre de l'Intérieur a déclaré hier que 7 djihadistes avaient été tués dans une opération conjointe de la police et de l'armée. Ils avaient trouvé refuge dans le désert à l'est du pays. Selon les autorités, ils étaient parmi les éléments les plus dangereux d'Ansar Beit al-Maqdess, un groupe disant s'inspirer d'Al-Qaïda qui a revendiqué de nombreux attentats contre les forces de sécurité en Égypte depuis la destitution de Mohamed Morsi.
L'épidémie d'Ebola continue à faire de nouvelles victimes. Hier, un 4e médecin est mort en Sierra Leone. À l'approche du pèlerinage, les représentants des pays du Golfe sont inquiets, se sont réunis pour discuter des mesures à prendre. L'Arabie Saoudite a décidé de suspendre l'octroi des visas aux ressortissants du Libéria, de Guinée et de Sierra Leone. Manal El Ardari. Les ressortissants du Libéria, de Guinée et de Sierra Leone n'accompliront pas le Hajj cette année. L'Arabie Saoudite leur a interdit le pèlerinage pour protéger les 3 millions de pèlerins attendus à la Mecque. Les instructions sont claires, pas question de passer par le Mali pour regagner l'Arabie Saoudite. Toutefois, les Maliens ne sont pas concernés par cette décision. La maladie d'Ebola a frappé les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est une maladie mortelle qui représente un réel danger. Mais les spécialistes saoudiens et internationaux ont mis en place des précautions et ont adopté des stratégies scientifiques à l'aéroport international Roi Abdelaziz. Les équipes médicales de l'aéroport international Roi Abdelaziz examinent tous les pèlerins dès leur arrivée en Arabie Saoudite. Cette stratégie est destinée à stopper la propagation de l'épidémie d'Ebola durant le pèlerinage. Toutes les compagnies aériennes s'activent pour sensibiliser les passagers. Une équipe d'intervention rapide est mobilisée. Elle est active 24 heures sur 24. Si on identifie des cas suspects, notre équipe prend les mesures nécessaires pour leur faire quitter l'aéroport, puis les rapatrier. Ces mesures de précaution interviennent alors que le virus Ebola continue de faire des ravages dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Un 4e médecin a succombé hier à l'épidémie en Sierra Leone, là où les services chargés des funérailles des victimes tentent de raccourcir cette période propice à la contamination. Selon l'Organisation mondiale de la santé, Ebola aurait fait plus de 2400 morts dans la région. Des élections législatives en Suède remportées par l'opposition de gauche. Les sociodémocrates ont obtenu 31,3% des votes. Le chef de file pourrait être appelé à essayer de former un gouvernement. Mais les projets du nouveau Premier ministre, un ancien ouvrier et syndicaliste, pourraient être contrariés par la poussée historique de l'extrême droite. Les démocrates de Suède deviennent le 3e parti du pays avec quelques 12,9% des voix contre 5,7% il y a 4 ans. La probable coalition de gauche risque donc d'être loin d'obtenir la majorité absolue au Parlement. Dans l'actualité au Maroc, ce grave accident de la route en plein centre de Tétouan. Hier, un véhicule de transport mixte a heurté de plein fouet un immeuble au quartier Sidi Talla. Le chauffeur a perdu le contrôle dans une descente difficile. Bilan 4 morts et 20 blessés, dont 3 grièvement. L'accident est certainement dû à la vitesse excessive et à la surcharge du véhicule. Une panne technique de la voiture pourrait être également à l'origine de l'accident. Une enquête est ouverte. Et non loin, à Tanger, c'était hier soir la clôture du Temps de Jazz avec le groupe Gnawa Express. Au total, 200 artistes se sont produits en 4 jours. Ce matin, on revient sur les 2 grandes têtes d'affiche de cette 15e édition, de Diva, Bouika et Cécile McLaurin. Le reportage d'Amina Benralek et Kamel Orneim. Un tsunami vocal a frappé le palais des institutions. C'est voix rauque, c'est la marque de fabrique de Bouika. Bouika, c'est aussi un concentré de flamenco et de jazz. Ici, la chanteuse espagnole interprète l'un des titres emblématiques de son album Mini Nialola. Un opus dédié à sa grand-mère qui a souffert du temps de la colonisation en Guinée équatoriale, pays d'origine de la diva. Le palais des institutions n'a jamais été aussi bondé. Bouika est populaire même auprès des adolescents. J'ai adoré la chanteuse, elle a une très belle voix. Et donc elle devrait revenir plus souvent, je pense. Elle a un style unique, elle est connue comme une grande artiste, donc on est venu voir. Pour le président du festival, Philippe Laurin, le public a évolué au fil des éditions. Il est aujourd'hui beaucoup plus diversifié. On a un bon public, comme d'habitude, un bon public de qualité et fidèle. On a même des gens qu'on n'avait jamais vus, donc qui viennent de plus en plus nombreux à Temps de Jazz. Donc voilà.
L'autre diva de ce temps jazz, c'est elle, Cécile McLaurin, chanteuse franco-américaine, qui revisite à sa sauce les standards du jazz. On la compare souvent à Ella Fitzgerald. À 26 ans seulement, Cécile McLaurin s'est fait un nom dans le monde du jazz. Elle a même réussi à remporter le prestigieux concours Thelonious Monk de Washington. Et puis un autre festival se déroulait dans le nord du Maroc ce week-end, le festival Europe-Orient du film documentaire à Assila. Les prix de cette deuxième édition ont été remis samedi soir. Le premier prix a été remis au film El Gusto de Safinaz Bouzbia, française d'origine algérienne, un documentaire sur la musique chabi. Et puis le prix d'Al Jazeera documentaire est revenu au film palestinien Naji Al-Ali dans le Gironde Andala du réalisateur Fek Jarada. Le film raconte la vie du caricaturiste Naji Al-Ali qui a consacré ses œuvres à lutter contre l'occupation israélienne. Et pour parler davantage de ce festival du film documentaire d'Assila, nous recevons sur ce plateau Jamal Souissi, membre du jury et producteur-réalisateur. Bonjour Monsieur Souissi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ravi. Alors le premier prix du jury est donc revenu au film El Gusto. Pourquoi le choix du jury s'est-il porté sur ce film? C'est un documentaire qui perpétue une histoire d'une musique si populaire au Maghreb. Et à travers la musique, il a raconté l'histoire d'un peuple, et du peuple du Maghreb. Et c'est ça ce qui était extraordinaire dans ce film. Et aussi, vu l'importance de la production de ce film, qui a permis de faire retrouver des vieux musiciens qui travaillaient ensemble pendant les années 50. C'est un film sur une rencontre. Une rencontre entre musulmans, juifs, de la musique chabi. Et comme on sait, la musique chabi a toujours été entre les juifs et les Marocains un lien extraordinaire. Et donc c'est un film de tolérance de premier ordre. D'accord. Et pour cette deuxième édition, la Palestine était à l'honneur? Absolument. Et donc c'est un film palestinien a remporté le prix d'Al Jazeera documentaire. D'Al Jazeera documentaire. C'est un excellent film qui retrace la vie de Naji Al-Ali, qui est un grand dans la presse arabe et qui a créé un personnage extraordinaire qui s'appelle Handala. Et donc, à travers ce Handala, c'est toute l'histoire du peuple palestinien et de sa lutte. Donc, c'est ça ce qui était très beau dans ce film. Et c'est un film excellent. En plus, grâce à ce film, nous sauvons le travail de Naji Al-Ali, parce qu'il faut faire des films sur des gens comme ça, parce que sinon, ça va disparaître. Donc, c'est un grand archivage pour un travail extraordinaire, un travail artistique extraordinaire. Alors, il y avait au total 50 films présentés pendant 3 jours, des films de tous horizons. C'était donc la deuxième édition du Festival Europe-Orient. Exactement. Quel est l'intérêt d'un tel festival pour une ville comme Assila et plus généralement pour un pays comme le Maroc? Alors voilà, ce festival-là, il est vraiment particulier parce qu'il est né déjà grand. Et c'est un festival international et sa thématique, elle est très intéressante. Europe-Orient. Pourquoi Assila et pourquoi le Maroc? Et tout simplement parce que le Maroc a toujours représenté ce pont et ce lien entre l'Orient et l'Occident. Et Assila, c'est une ville de culture, c'est une ville de films, je dirais, parce que c'est une très très belle ville et qui mérite un festival de cinéma de ce genre. Vous savez que le cinéma documentaire, c'est un cinéma qui commence au Maroc et il faut multiplier les festivals. Et je pense que même l'avenir du cinéma, c'est le documentaire. J'espère qu'un jour, on peut voir des documentaires un peu partout, non seulement sur les télés, mais aussi sur les grands écrans un peu partout. Quand on regarde un documentaire, c'est comme si on a lu un bon nombre de livres, parce qu'un cinéaste documentaire passe un temps important à rechercher, à faire des recherches et à trouver des archives pour pouvoir nous dire et raconter une histoire qui est comme un livre finalement. Donc il faut encourager le film documentaire. Absolument, absolument, il faut l'encourager. Oui. Merci Monsieur Souissi d'avoir fait le déplacement. C'est moi. Merci. On termine avec un mot de sport. Hier se déroulait au Grand Stade de Marrakech la deuxième édition de la Coupe intercontinentale d'athlétisme. Les athlètes européens ont remporté la compétition emmenés par le perchiste Renaud Lavillenie. Les représentants du vieux continent ont accumulé 447 points sur les 40 épreuves disputées sur 2 jours. Ils devancent donc les Amériques qui ont obtenu 390 points. Déjà lors de la première édition il y a 4 ans, l'Europe avait remporté la compétition.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'heure maintenant de voyager. Nous allons tout de suite dire bonjour à l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Bruxelles, nous retrouvons ce matin notre correspondant Tariq Lahabi. Tariq, bonjour. Bonjour Alison. Alors on va parler ce matin avec vous, Tariq, des grandes manœuvres au sein de la Commission européenne. Le nouveau patron, Jean-Claude Juncker, annonce la couleur à Bruxelles, même si certains observateurs émettent quelques critiques. Oui, alors que pour certains, Jean-Claude Juncker aurait attribué les mauvais rôles aux mauvais acteurs, le commissaire à l'énergie et au climat par exemple, l'Espagnol Miguel Arias Canete a chez lui réduit les subventions aux énergies renouvelables et c'est un ancien dirigeant de compagnie pétrolière aux Canaries dont il est toujours actionnaire. Les Britanniques, eux, auront un représentant pour les services financiers, Jonathan Hill, mais plutôt un eurosceptique. Il y a aussi le Letton, Vladis Dombrovskis, vice-président chargé de l'euro et du dialogue. C'est un faucon de l'austérité qui a infligé à son pays une cure qui a bien du mal à passer. Enfin, la chef de la diplomatie, l'italienne Federica Mogherini, est jugée un peu jeune pour représenter l'Union européenne en temps de crise multiforme, l'Ukraine, le Mali ou encore l'Irak. Bien évidemment, Jean-Claude Juncker a aussitôt balayé d'un revers de la main toutes ces critiques. Il a beaucoup insisté sur le fait que son équipe comprend désormais 5 anciens premiers ministres, 19 anciens ministres et qu'elle s'est encore féminisée puisqu'il y a désormais 9 femmes sur 28. Autre nouveauté, les 20 commissaires européens spécialisés devront rendre des comptes aux vice-présidents qui eux-mêmes en référeront à Jean-Claude Juncker. C'est une commission très politique à la tête de l'Union européenne. Le luxembourgeois qui remplacera José Manuel Barroso à la tête de la commission le 1er novembre prochain a fait le pari d'une nouvelle organisation. Certains observateurs bruxellois décrivent déjà la nouvelle équipe comme la plus ambitieuse depuis celle de Jacques Delors de 85 à 94. Enfin, à titre personnel, il est le premier président peu ou prou désigné par les électeurs européens plutôt que par les seuls chefs d'État. Une légitimité, il faut le dire, assez inédite. Un atelier théâtre à présent qui donne naissance à une pièce créée par des femmes et jouée par des femmes marocaines chez vous à Bruxelles. Sucre, venin et fleurs d'oranger, une pièce qui soulève les problèmes des maisons de repos pour musulmans. Oui, 2014, qui coïncide ici avec les 50 ans de l'immigration marocaine et turque en Belgique, et la commune bruxelloise de Molenbeek met à l'honneur des projets nourris d'histoires de vie fortes liées à la construction de l'identité. Et cet exemple, depuis 2014, une trentaine de femmes de tous âges et de tous horizons se réunissent chaque année dans le cadre d'un théâtre animé par Ben Amidou à Dar el-Hamed, association de femmes dans le centre historique de Molenbeek. Et après donc 2 ans de travail régulier, le groupe s'est fixé un grand objectif, créer une fiction théâtrale qui représente une famille maghrébine de Bruxelles sur 4 générations et qui traite de thématiques telles que l'égalité des genres, les mariages mixtes ou encore les maisons de repos pour musulmans. Sucre, venin et fleurs d'oranger, c'est le titre, vous l'avez dit, de cette pièce assez originale. Une pièce qui parle d'une histoire de famille de 8 femmes sur 4 générations. Imma Khadija, la matriarche qui tente de garder le pouvoir sur ses filles. Mais chaque jour qui passe affaiblit la vieille dame et c'est un petit peu de son influence qui s'effrite dans cette grande maison où chacune se trace une voie singulière. Imma Khadija n'ignore pas les allusions de certaines au placement en maison de retraite. Sous la direction de Ben Amidou, avec l'écriture collective sous la houlette de Malika Madi, cette pièce exclusivement jouée et mise en scène par des femmes, nous a en tout cas réservé beaucoup de sensibilité et beaucoup d'humour. Merci Tariq pour ce tour d'horizon de l'actualité chez vous. À très bientôt sur Média TV. Tout de suite, on passe à la revue de presse. Qu'est-ce qui fait les gros titres de vos journaux ce matin? La réponse avec Taoufik Nasseri.